Il se faisait passer pour un Robin des Bois insaisissable. Pendant 2 mois et demi, des forêts entières ont été scrutées. Des centaines de gendarmes mobilisés pour regarder derrière chaque arbre. Alors? Rien. Pas l'ombre d'un indice? Eh non, à part les traces de gibier, mais l'individu, non. Voilà, on va continuer. On cherchait un fugitif peu ordinaire, évadé sans violence et qui jouait au chat et à la souris en pleine nature, Jean-Pierre Trébert. Mais en fait, ce Robin des Bois était caché en ville, à Melun, au 5e étage de cet immeuble, bien au chaud, dans un petit appartement prêté par un complice. Après avoir mené en bateau la France entière, Jean-Pierre Trébert est finalement arrêté vendredi. Comment cet ancien garde-chasse a-t-il orchestré la cavale la plus spectaculaire de ces dernières années? Et de quelle complicité a-t-il bénéficié? Avant d'être un célèbre fugitif, Jean-Pierre Trébert est d'abord un assassin présumé, celui de Katia L'Herbier et Géraldine Giraud, la fille de l'acteur Roland Giraud. Ce qui a permis aux enquêteurs de remonter jusqu'à lui, ce sont les cartes bancaires des 2 jeunes femmes que Jean-Pierre Trébert a utilisées après leur disparition en novembre 2004. Peu après, il est interpellé et les corps des 2 victimes sont retrouvés dans son jardin, au fond d'un puisard. Des éléments qui permettent à la justice de le mettre en examen pour assassinat et de l'incarcérer à la maison d'arrêt d'Auxerre. Pendant des années, Jean-Pierre Trébert, détenu calme et discret, se fait oublier. Il trompe bien son monde. 8 septembre dernier, la nouvelle fait l'effet d'une bombe. Jean-Pierre Trébert s'est fait la belle. L'une des premières à être informée de cette retentissante évasion, c'est cette journaliste de Lyon Républicaine, spécialiste des faits divers. Émilie Zog couvre l'affaire depuis le début. Jean-Pierre Trébert est sorti, s'est évadé dans un camion. Le camion a reculé, s'est posté contre la porte parce qu'il ne peut pas rentrer, c'est trop petit. Donc il a ouvert sa porte arrière et les détenus qui travaillent aux ateliers chargent toutes les palettes de carton. Et dans une palette, il y avait Jean-Pierre Trébert enfermé dans un carton. Un peu avant midi, le camion a fermé la porte et il est parti. Ce scénario de l'évasion parfaite, Jean-Pierre Trébert, matricule 13855, l'a élaboré avec une précision maniaque. Il a commencé par se faire bien voir des surveillants pour obtenir des responsabilités à l'atelier, mais avec des arrière-pensées, comme en témoigne cet ex-détenu. Vous voyez souvent? Je le voyais tous les jours. Le week-end, on jouait au tarot ensemble. C'est un homme très intelligent. C'est lui qui dirigeait tout l'atelier, donc il avait 6 hommes sous sa coupe. Et c'est lui qui faisait les fiches de paye pour les gars, pour ceux qui travaillent aux ateliers, qui travaillent en cellule. Donc il fallait avoir une prestance, savoir s'occuper des papiers et tout, quoi. Et comment il était? C'était un homme très discret, mais très ouvert avec tous ceux qui travaillaient avec lui. J'avais un co-détenu, bon, il était transféré dans une prison. Il était bien que Jean-Pierre Trébert lui avait dit je finirai soit par me suicider, soit par m'évader. Signes avant-coureurs, quelques jours seulement avant l'évasion, Trébert, généralement taciturne, change brusquement de comportement. Ce week-end-là, il était très de bonne humeur. Et 15 jours avant, il n'avait pas le moral. Et le week-end, 2 jours avant qu'il parte, il pétait le feu. Si le prisonnier se réjouit, c'est qu'il va concrétiser son rêve. Et il choisit soigneusement sa date. Car il sait que le mardi 8 septembre, il y aura des livraisons en retard. Un moment de désordre dans l'atelier où il travaille. Ce jour-là, l'atelier, il y a beaucoup de palettes, beaucoup de cartons. C'est particulièrement encombré parce que ça n'a pas été tout évacué la semaine d'avant. Donc il y a quand même une effervescence. Plus il y a d'effervescence, plus c'est dur pour le surveillant aussi d'avoir un œil sur tout le monde. Donc il n'avait pas l'œil sur Jean-Pierre Trébert tout le temps. Et au moment où il ne l'a pas eu, il s'est glissé sous son carton, il s'est fait charger dans le camion et il est parti. Trébert s'échappe vers midi. Et il va falloir 8 heures pour s'apercevoir qu'il a disparu. Car là aussi, il a bien préparé son coup. Aux yeux des surveillants, il est à l'extérieur pour une convocation officielle. Et il a dit à tout le monde qu'il partait au tribunal pour son divorce. Donc même le surveillant de l'étage, il n'a pas fait attention.
Erreur de sa part, parce que normalement, quand on est extrait, ils ont un ordinateur, c'est marqué dessus. Donc ils n'ont pas fait attention, et le midi, quand il n'aura pas été distribué, son co-détenu aussi croyait qu'il était parti au tribunal, il a dit au surveillant, non, il est toujours pas revenu, quoi. Pendant que tout le monde le croit chez le juge, Jean-Pierre Trébert entame les premières heures de sa cavale. À 6 km de la prison, le chauffeur du camion s'arrête pour déjeuner dans ce centre commercial. Si Trébert descend, il risque de se faire repérer par des clients ou identifié par les nombreuses caméras de surveillance. Alors, il garde son sang-froid. Il reste prudemment caché dans son carton durant 2 heures. Le camion repart ensuite. Direction Bonnard, une petite commune plus calme. Ultime étape, l'entrepôt. Trébert n'a plus qu'à déchirer la bâche pour gagner sa liberté. Et ce n'est que dans la soirée à la maison d'arrêt d'Auxerre que l'on découvre le tour de passe-passe. Ils ont voulu faire une fouille de cellules, mais c'était rapide. Ils sont venus le soir, ils ont regardé sous le lit, dans l'armoire, dans les toilettes. Ils l'ont fait 2 fois, mais bon, trop tard, quoi. Là, ça fait sourire beaucoup tous les détenus. Et la pénitentiaire? Ils ont grincé des dents. C'est un individu de type européen. Un individu de type européen, 1,78 m, cheveux blonds, calvitie fronto-tonsurale. Donc concrètement, ça veut dire que un peu dégagé sur l'avant du front, une corpulence moyenne, des yeux marrons et une pointure de chaussures de taille 44. Voilà. La description de l'évadé est précise, mais Jean-Pierre Trébert a beaucoup d'avance. Les gendarmes n'ont aucune piste et sont contraints de chercher dans toutes les directions. À moto, à pied, accompagné de chiens, et même appuyé par un hélicoptère. Il ratisse les bois environnants. Mais l'homme qu'il recherche a pour lui l'avantage du terrain. Très vite, la traque remonte 200 km au nord, en Seine-et-Marne. Un département où Jean-Pierre Trébert a beaucoup de connaissances car il y a vécu une dizaine d'années avant son arrestation. Il habitait dans ce petit village Bréau. Le maire, Bernard Frisinguelli, a son idée sur le chemin qu'il a pu suivre. Quelqu'un qui s'évade le 8 septembre en remontant à travers les forêts de Lyon. Hein. Il y a un petit passage délicat là, du côté de Fontainebleau, mais ensuite il peut remonter gentiment dans le massif forestier et revenir jusqu'à Bréau, hein, sans aucun problème. Hein. En ligne droite, ouais, ça fait à peu près 200 km, Auxerre. Quelqu'un qui marche à 5 km/h, c'est jamais que 40 heures de marche. Hein. S'il est aussi sûr de lui, c'est qu'il connaît Jean-Pierre Trébert, qui a été garde forestier ici. Et il y a un mois, le maire n'avait aucun doute. Le fugitif se cachait dans ce coin qu'il connaît par cœur. Selon lui, il avait même les moyens de survivre sans être aidé. Jean-Pierre Trébert, il sait pêcher, il sait poser des collets, il peut chasser. Il est capable de survivre sans l'aide de personne. C'est ce qu'il fait. Toujours. Il s'en sortira toujours. Je ne m'accroche pas. Voilà. Donc la glacière, elle est, vous voyez, l'entrée est juste là, hein, elle est pas loin. Pour lui, sa cavale est d'autant plus facile que la région regorge d'abris, comme ses anciennes glacières. Ça servait à stocker de la glace. Donc vous voyez, c'est le genre de choses qu'on peut trouver dans les forêts de Seine-et-Marne. Hein. Donc à partir du moment où ça existe, effectivement, c'est assez facile de venir se mettre à l'abri, hein, même sans aller au fond de la fosse. Ici, chacun imagine une cachette où Jean-Pierre Trébert pourrait passer la nuit. Comme par exemple, le château abandonné de Bréau, et souvent squatté. Ou encore, les nombreux abris de chasse. Étonnamment, le village ne s'inquiète pas de la possible présence de cet assassin présumé. Au contraire, Jean-Pierre Trébert, l'enfant du pays, suscite de la compassion, comme chez ce couple de retraités, prêts à lui offrir le couvert. S'il venait chez vous pour vous demander une soupe, ça vous... Je sais pas, je pense qu'on fera. Une ambiance qu'il va entretenir de manière spectaculaire. À Paris, dans les locaux de l'hebdomadaire Marianne, le journaliste Perico Légas n'en est toujours pas revenu. Le 17 septembre dernier, avec le Courrier du Jour, une drôle de lettre lui est parvenue.
Elle est expédiée par Jean-Pierre Trébert, qui a joint son badge de détenu pour l'authentifier. Je pense tout d'abord à, pas un canular, mais une mauvaise blague, une espèce de manip, parce que dans la mesure où je vois que le badge de prisonnier était joint, qu'il avait l'air authentique, le badge du prisonnier, je me dis, c'est quelqu'un qui a récupéré le badge et qui fait croire qu'on fait authentifier la lettre, notamment à la prison d'Auxerre. Il nous confirme que c'est bien son badge de prisonnier et que visiblement l'écriture est bien la sienne. Vous connaissiez l'affaire? Ni d'Ève, ni d'Adam. Car Perico Légas n'est pas chroniqueur judiciaire mais critique gastronomique. Trébert l'a vu à la télé et a apprécié son franc-parler. Avec ce courrier qui sera publié, le fugitif obtient une tribune et justifie son évasion. Je ne supportais plus la détention, étant au bord du suicide. Ce qui aurait arrangé les affaires des coupables et des personnes qui ont instruit cette affaire à charge contre moi. Les policiers qui viennent récupérer cette lettre, ils sont contents parce que ça leur donne un élément pour leur chercher? Non, ils étaient plutôt pas contents parce que ça rajoutait du trouble et une confusion supplémentaire à cette affaire compliquée. Les enquêteurs, piqués au vif par cette provocation, mettent alors les bouchées doubles. À Bréau, ils installent en secret des caméras de vidéosurveillance. Aucun habitant n'est mis au courant, pas même le maire. J'ai jamais été prévenu par la gendarmerie. Vous venez ici 2 jours, vous vous arrêtez en voiture, vous posez une caméra, c'est pas évident que quelqu'un vous voit. Hein. Et ça va payer. Le 15 septembre, aux environs de 17 h, une silhouette passe devant l'objectif. Bingo! C'est Jean-Pierre Trébert, en toute décontraction. Manque de chance pour les policiers, c'est une caméra automatique et les images ne sont visionnées que 12 heures plus tard. Il semblerait que la caméra était quelque part à ce niveau-là, au niveau soit du mur, soit accrochée quelque part sur un arbre. Et elle filmait effectivement l'impasse qui est sur notre gauche, hein, qui est l'impasse des Bosses. En fait, l'appareil est caché dans ce lierre. Et rebelote le lendemain à 21 h cette fois-ci. L'homme, comme un badaud ordinaire, fait un nouveau passage. L'étau se resserre. Un incroyable jeu du chat et de la souris s'engage. Dans la forêt voisine, Jean-Pierre Trébert grave ce cœur sur ce chêne début octobre. Il tient ainsi la promesse faite à Blandine, une vieille amie devenue son nouvel amour pendant sa détention. Ce chêne devient leur point de rendez-vous clandestin. Ils y échangent des courriers déposés au pied de l'arbre. Les enquêteurs, à l'affût, découvrent leur manège et le 9 octobre, ils tentent de surprendre Trébert. Mais le fugitif réussit à s'échapper et s'enfuit dans la nuit. Encore plus sûr de lui, 2 jours plus tard, il vient tout bonnement dîner dans ce restaurant, accompagné d'un ami. Sur le coup, ce serveur ne le reconnaît pas. Il réalisera plus tard que l'homme au treillis était Trébert. Oui, on a un cœur de salle à l'intérieur. On a un cœur de salle, il était plus vers la cheminée, enfin, en fait, et derrière, il y a une console. Donc le monsieur avec le treillis militaire s'est mis sur une banquette face à la salle. L'autre monsieur s'était mis sur la chaise, dos au grill, en fait. Et moi, ça m'a pas choqué, juste son œil qui était un peu biscornu, on va dire. Ce qu'ils ont mangé exactement, j'en souviens plus trop, mais c'était normal. Un quart de vin rouge, 2 entrecôtes certainement. Puis voilà, pas de dessert. Seul un couple de clients l'identifie, mais ne le signale que le lendemain. Ce qui paraît évident désormais, c'est que Trébert n'est pas un homme seul. Sa cavale semble plus confortable qu'il ne veut le faire croire. Pour sa femme, dont il est aujourd'hui séparé et qui vit elle aussi en Seine-et-Marne, son personnage d'homme des bois a toujours été une légende, destinée à tromper les enquêteurs. Marie-Pascale a rompu avec Jean-Pierre Trébert en 2004. Aujourd'hui, les propos qu'elle nous tenait il y a tout juste un mois prennent tout leur sens. Je crois qu'il joue. Il veut passer pour quelqu'un, un espèce de Rambo, de type incroyable, génial. Mais je pense que, de toute façon, pour manger, rien que pour manger, déjà, c'est pas possible de trouver quelque chose dans les bois. Donc je pense qu'effectivement, il y a des gens qui lui amènent à manger, qui s'en occupent, quoi, qui l'aident. Il n'y a pas que l'ancienne épouse de Jean-Pierre Trébert qui doutait de cette légende d'homme des bois. Perico Légas, le journaliste de Marianne, n'a jamais cru que la lettre envoyée par Jean-Pierre Trébert
avait été écrite au fond de la forêt. Non, et il a écrit cette lettre posément, à tête reposée. Elle est pensée en plus, la lettre. Les phrases sont construites, il y a un raisonnement qui se tient. Non, je pense pas qu'il ait écrit ça sous un... Voilà. On n'est pas en forêt. On n'est pas dans une tanière. Sans gendarmes. Non, ça c'est clair que visiblement on n'est pas dans une tanière. C'est avec ce genre d'indices que les policiers ont changé leur fusil d'épaule. Ils ont tout misé sur l'entourage de Jean-Pierre Trébert. Et de fil en aiguille, un de ses complices imprudents les a directement menés à sa planque, dans la ville de Melun. L'affaire Trébert redevient désormais l'affaire Giraud-L'Herbier, un double assassinat qui sera jugé comme prévu en avril prochain.